Pascaline Lepelletier est meilleure ouvrier de France, ce qui est déjà en soi un exploit. Et elle est même la seule femme MOF sommelière depuis son sacre en 2018. La même année, elle est également désignée meilleure sommelière de France. Bref, Pascaline est au sommet de sa discipline. Chantre des vins naturels et de la biodynamie, elle est aujourd'hui associée chez Racine, un restaurant new-yorkais. Dans cet épisode, découvrez comment des études de philosophie peuvent mener au métier du vin, comment on se prépare au concours de meilleur ouvrier de France quand on est bien loin des vignobles français, et à quels enjeux on est confronté quand on est une femme dans le milieu de la sommellerie. Si cet épisode vous plaît, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire dans l'appli Apple Podcast. Vous êtes prêts à passer à table ? Je suis Adeline Glibota et voici le portrait de Pascaline Lepelletier dans Girls in Food. Bonjour Pascaline Lepelletier. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, absolument. Je m'appelle Pascaline Lepelletier, je suis sommelière, associée à un restaurant à Manhattan qui s'appelle Racine New York. J'exerce maintenant mon métier de sommelière depuis 15 ans et j'ai grandi dans la Loire, dans la ville d'Angers. C'est pas là où je suis née, mais je me considère comme angevine de cœur. Voilà. D'ailleurs, ça fait le lien avec la question suivante qui était quelle était la place de la cuisine quand vous étiez enfant, justement, quand vous avez grandi quelle place ça occupait dans votre vie ? Alors, pas grand-chose, hein. Ma mère n'aimait pas cuisiner. Et mon père ne cuisinait pas non plus, donc la cuisine, c'est un peu surpris toute la famille d'ailleurs lorsque j'ai commencé à m'y intéresser, à vouloir aller au restaurant, parce que c'était vraiment pas, c'était pas un rituel familial. Par contre, on a toujours eu la chance d'avoir des produits de qualité à la maison. Donc, mon grand-père était primeur Ah, d'accord. sur les marchés en Normandie. Et j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui, bon, même s'ils cuisinaient pas, hein, ont toujours fait très attention à l'origine des fruits, des légumes, de la viande, des poissons qu'on mangeait. Donc voilà. Donc pas D'accord. de cuisine à la maison, pas de vin à la maison, rien du tout. Et un jour, c'est arrivé. Voilà. Mais quand même une culture des bons produits. Oui, une culture des bons produits. Alors, c'était pas forcément la recherche du bon produit avec la recherche de la variété inconnue ou des choses comme ça, mais Mmh. j'ai eu la chance de goûter très très jeune, dès le début, hein, du produit frais, et je crois que ça a vraiment participé de la mémoire sensorielle en fait, du goût. Ouais. Donc oui, Mmh. j'étais chanceuse pour ça, oui. Et même si, voilà, vos parents ne cuisinaient pas particulièrement, est-ce que le plat du dimanche, c'était quelque chose d'important ? Est-ce que, voilà, beaucoup de gens parlent du poulet du dimanche. Est-ce que vous aviez un un équivalent ? Euh, Pas vraiment, non. Non, non, non. Non, mais généralement le dimanche, mes parents, ils aimaient beaucoup faire les marchés. Alors je pense que c'est dû au fait que mon grand-père faisait les marchés, enfin travaillait sur des marchés. Mmh. Et régulièrement, on avait des super fruits de mer en fait. Euh, Parce qu'on a la Ah! chance, en étant à Angers, d'avoir beaucoup de pêcheurs de Bretagne qui viennent faire le marché Mmh. les samedis, dimanches. Et donc je me souviens de langoustines, je me souviens de plein de très bons fruits de mer en fait. D'accord. Et c'était régulièrement les dimanches qu'on les avait, ouais. Ouais, bien sûr, juste après le marché. Exactement. Et bien avant de devenir, sommelière, est-ce que vous aviez, un rêve, quand vous étiez enfant de métier? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que vous pensiez que vous alliez faire dans la vie quand vous seriez grande? Alors c'est marrant ça comme question. Pendant très longtemps, je vais faire détective privé. Voilà. Ah, je ne m'attendais pas à cette réponse. J'ai juste parce que j'ai découvert très jeune tous les romans policiers, les Agatha Christie, les Sherlock Holmes, John Dixon Mmh. Carr, et je suis devenue fascinée par ça et je trouvais ça incroyable. Donc effectivement, j'ai commencé à dire à mes parents, je crois que j'avais 5-6 ans, que je serais détective privé. Euh, Bon, on ouais. partage cette passion du coup. Donc voilà, ça ne s'est pas fait, mais je savoure toujours autant. J'aime les Fred Vargas. Enfin, vous me donnez un roman policier, Ah je le ouais, moi j'adore dévore en aussi. quelques minutes. Voilà. Donc, mais j'ai opté pour moins dangereux et un peu plus sensuel comme métier. Et votre premier job, ça peut être un job étudiant, enfin, qu'est-ce que vous avez fait comme, votre premier contact avec le monde du travail? Et ben, c'était avec mon grand-père en fait.
J'ai travaillé sur les marchés avec lui quand j'étais adolescente. Parce que c'était D'accord. compliqué ça a toujours été compliqué de travailler avant 16 ans en France, hein. Oui, bien sûr. Et C'est donc, interdit même. voilà, c'est interdit. Et donc mon premier vrai boulot, ça a été accompagner mon grand-père. Et donc, aller au Halles. Ils étaient en Normandie, alors c'était dans plein de petits villages de Normandie et dans l'Orne, à la limite de la Mhm. Manche, du côté de Villers-Flair et tout ça. Et donc, on allait faire les Halles à Caen à 2 heures du matin. Et après, on ramenait le camion. Et après, on montait la tente pour faire la vente. Voilà, voilà, j'ai fait ça. C'était mon tout premier travail. Et c'est vrai que ça marque parce que je faisais ça avec mon oncle et mon grand-père. Et c'est un boulot de fou, en fait, hein. Ouais, À défaut, c'est dur, c'est très même dur physiquement. physiquement, faut pas compter les heures, c'est 6 jours par Mm. semaine. Et voilà, donc c'est vrai que j'ai eu un rapport au travail. Alors moi j'ai eu la chance de faire beaucoup d'études universitaires, mais c'est vrai que ça m'a immédiatement marqué quand même. Mm. Et ils adoraient ça, hein. Ils se plaignaient pas et tout. Et cette culture du marché aussi. C'était très intéressant de voir ça. Se retrouver entre marchands dans Ah. les différentes villes, la négociation des prix, ils troquaient des trucs. C'était fascinant. Et je pouvais manger plein de fruits et légumes, donc j'étais ravie. Voilà. Et justement, adolescente, ne vous rebutait pas de vous lever tôt, parce qu'il y a toujours le cliché adolescent qui se lève tard, voilà, qui. Non, vous étiez, vous c'était, Ah non, ça j'adorais faisait ça, partie en fait. de. J'adorais ça. En fait, je crois que j'ai toujours aimé l'intensité de l'activité, en fait. Et je faisais du sport en compétition aussi, et ça vous apprend la discipline, hein. Donc, Mm. se lever à 6 heures pour aller courir, faire les étirements, les échauffements, et commencer. Je faisais du tennis et faire les pratiques à D'accord. 8, il y avait aucun problème. Enfin, j'ai beaucoup de discipline personnelle. Donc, quand il y a un truc qui me D'accord, plaît, ouais. j'ai aucun problème à me lever à 2 heures du mat, ou au contraire, s'il faut que je reste debout jusqu'à 4 heures du mat, il n'y a pas de problème. Donc, non, non. Non, non. Et au contraire, hein, c'est super de découvrir le monde. Vous êtes sur une route à 2 heures du matin, vous voyez l'aube se lever. Enfin, c'est des moments rares, quoi. Et j'adore Ouais. ça. Et puis partager en famille. Et partager en famille, ouais. Ouais. Mmh mh. Alors on va revenir sur votre, parcours et ce qui vous a amené à devenir, sommelière. Parce que ce qui est, particulièrement original donc dans votre histoire, c'est que, donc vous avez commencé par faire des études de philosophie Mhm. et puis, donc vous vous êtes réorientée vers le secteur de la restauration. D'après ce que j'ai lu, c'est quand vous avez en fait, découvert le monde du vin que, cette réorientation est venue vers la restauration. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé en fait? Comment vous avez, en quelque sorte rencontré, le la passion pour le vin? Oui, bah, c'est une passion qui est venue très tardivement, hein. Comme je vous disais, mes parents buvaient pas, enfin, ils buvaient du vin. Mon père buvait du vin comme ça, mais du côte, enfin, des Bordeaux de supermarché, hein, d'une Mmh. certaine manière. Et ma première interaction vraiment avec le vin, où je me disais que c'était intéressant, en fait, c'était avec mon prof de philosophie en terminale, qui aimait bien le vin. Et je vénérais mon prof de philosophie de terminale qui m'avait fait découvrir la philosophie. Mmh. Et étant en Angers, en fait, typiquement, j'ai regardé le vin un petit peu différemment. Non, je buvais toujours pas trop de vin. C'est arrivé vraiment quand j'ai décidé de prendre un break par rapport à mes études universitaires. Donc j'avais fini ma maîtrise et j'étais en train de préparer les concours pour enseigner. Et Oui, j'ai eu, pour commencer. ouais, je préparais CAPES, La doctorat et tout grecque, ça, ouais, et ou tout ça, CAPES, ouais. exactement. J'étais dans cette filière-là. Et j'ai vraiment eu on appelle ça en anglais un mental breakdown, quoi. J'ai eu un énorme problème, une crise Ouais. existentielle, où Ouais. je me suis rendu compte que j'étais devenue vraiment incroyablement déconnectée de la réalité, et vraiment vivant dans un monde illusoire de concepts que j'arrivais bien à manipuler, mais qui n'était pas, qui n'était plus nourrissant. Et donc, Mmh. ce break m'a forcé à juste prendre une activité manuelle et physique pour déconnecter. Et le vin est arrivé à ce moment-là, en fait. Parce que je me suis dit, bah tiens, le vin, il y avait quelque chose. J'ai remis mon prof de philo à cette époque. C'était un peu le hasard des choses. Et donc, j'ai trouvé un petit boulot en cave. Euh, voilà, et j'ai commencé à travailler en cave. J'ai aussi travaillé chez des fleuristes. Enfin, je fais pas mal de petits trucs. Et au final, le vin est immédiatement apparu comme simple, quelque chose que j'aimais, et pour lequel Mmh. il n'y avait pas cette tension intellectuelle
que j'avais vécu en philosophie les mois précédents. Et voilà. Mmh. Donc le vin, et après ça s'est enchaîné. D'accord. Est-ce que vous pouvez du coup, revenir sur les principales, vos principales expériences, qui vous ont, amené ensuite, à vraiment en faire, votre métier, puis à partir à New York, même si on va y revenir un peu plus tard dans l'interview. Mais, Oui, bah, très vous avez travaillé, je simplement. crois, dans des restaurants étoilés, Oui, bah, à l'époque, en fait, c'est arrivé plus tard, ça, les restaurants, mais effectivement. Non, bah, la cave, j'ai travaillé dans une cave à Angers, une seconde cave à Nantes. Ça m'a vraiment plu. J'ai recommencé à regarder la restauration. J'ai dit à mes parents que la restauration semblait vraiment être quelque chose qui m'attirait via le vin. À l'époque aussi, j'ai commencé à travailler chez mmh. des traiteurs assez prestige, haut de gamme, ça m'a fasciné, cette organisation d'événements, de but en blanc sur un week-end, recréer un univers. Donc je leur ai dit, écoutez, voilà, je voudrais essayer. Donc ça m'a amené à chercher une école. J'ai pas pu rentrer en lycée hôtelier parce que j'étais surdiplômée pour eux. C'était pas enfin, ils me regardaient avec des yeux en me disant, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Donc je suis retournée à la fac où j'ai fait un master et un DESS en gestion hôtelière. Et là, il y avait des cours d'œnologie et de sommellerie. Et là, c'était vraiment l'éclate. Et j'ai assisté à tous les cours possibles. Et c'était à Angers, donc j'ai passé tous mes week-ends, je commençais à aller dans la vigne, j'ai rencontré un ami caviste, et ça s'est embrayé, embrayé, embrayé. Et mon stage de fin de DESS, je l'ai fait chez Potel et Chabot à Paris, parce qu'à l'époque, Mmh. je pensais pas vraiment pouvoir faire que du vin. Et ce stage chez Potel et Chabot, traiteur très réputé, s'est terminé par Oui. un maître d'hôtel qui vient m'apporter en cadeau de départ, quasiment de départ, une bouteille non terminée d'Icam 37. Parce Ah! que à l'époque, voilà, je travaillais au service des maîtres d'hôtel, ils voulaient pas de filles en cave, donc je pouvais pas être caviste ou sommelière, ils en avaient, voilà. Et donc, il me dit, voilà, je sais que tu aimes le vin, il faut que tu goûtes ça parce que c'est le reste de la préparation du mariage de la fille de Bernard Arnault, c'est ce qu'on va servir sur le dessert. Et voilà, et là, ça a été le déclic, et je me suis dit, c'est le vin. Et le lendemain, je rentrais à Angers, je demandais à mes parents, j'ai dit à mes parents, voilà, écoutez, en fait, je vais devenir sommelière. Et j'ai enchaîné immédiatement à la limite d'âge avec une mention complémentaire à la Chambre de commerce d'Angers en apprentissage, qui là s'est fait fantastiquement bien parce que j'ai eu un prof incroyable dans la région angevine, m'inition à tous les vents en bio et en biodynamie, et j'ai trouvé un maître de stage en Bretagne dans un de restaurant, dans un étoilé Michelin, pardon, avec 2 étoiles, et avec une cave, une des meilleures caves de France. Et donc j'ai travaillé en 2 étoiles avec lui, et c'était voilà, et j'ai commencé ma carrière de sommelière. Donc un an, quasiment un peu plus d'un an chez lui, chez Monsieur Torel. Et puis, le désir de vouloir travailler à l'étranger. Ça, c'était un peu compliqué, pas fait, pour finalement être recruté par un groupe belge qui avait un bureau à Paris, qui s'appelait Rouge Tomate, et qui a ouvert un restaurant à New York. Et donc, Ouais. je suis retrouvée à New York. Mmh. Et d'ailleurs, vous aviez fait, je crois, donc la carte des vins de ce restaurant, et ça a vraiment contribué à vous lancer. Enfin, vous avez vraiment eu des retombées, assez incroyables, en signant cette carte, si je ne me Oui, trompe bah pas? oui, j'ai beaucoup de chance à New York. Je suis arrivée au bon moment. J'avais cette chance d'avoir été initiée à toute cette agriculture raisonnée, et avec vraiment une appréciation pour le travail en bio et biologique. Et c'était un moment où New York ne connaissait pas vraiment ça. Le restaurant avait beaucoup de moyens financiers, donc ça m'a permis rapidement d'écrire une certaine carte et de prendre des risques. Et ça, effectivement, ça a très bien marché. Et cette carte a eu... Alors, ça a mis un petit peu de temps, quand même, mais on a eu beaucoup de succès avec la carte, ouais. Ouais. Mmh. Et avant de partir à New York, je crois que vous avez commencé à participer à des concours de sommellerie, Mhm. qui vous ont conduite à devenir, meilleure ouvrier de France en 2018, meilleure, sommelière de France également la même année. Comment est venue cette envie de vous présenter à des concours? À quelle démarche ça correspondait? Alors, j'ai fait des concours quasiment immédiatement, même quand j'étais encore en apprentissage. Donc, j'avais 25 ans à l'époque. Je crois que c'est venu de la volonté d'apprendre et de sentir qu'il y avait du temps à rattraper, hein. Parce que 25 Mmh. ans, commencer à la sommellerie, généralement, vous êtes beaucoup plus jeune quand vous commencez dans ces métiers-là, hein. Et j'avais besoin d'apprendre rapidement parce que j'étais en charge de la carte en Bretagne, parce que ma chef sommelière était à mi-temps. Donc c'est arrivé immédiatement pour me forcer à apprendre, enfin pour me forcer, pour vraiment me motiver à apprendre. Donc,
Et avant, j'avais fait prépa, j'avais fait de la compétition en tennis, donc je pense qu'il y a une certaine mentalité par rapport à ça. Ouais. Et les concours, je le vois vraiment, alors, peut-être un peu moins avant, où je le voyais comme la nécessité d'une reconnaissance professionnelle. Et c'est vrai que maintenant, la vision a beaucoup changé. En même temps, j'en ai gagné, donc c'est vrai que vous changez votre vision quand vous en gagnez. Mais je le vois comme un défi personnel, en fait. La compétition, Mm. c'est pas contre les autres, c'est contre moi-même. Et dans le monde du vin, si vous voulez vraiment atteindre un certain niveau de compréhension ou des certains postes à responsabilité, faut quand même connaître. C'est pas nécessaire, hein, mais je crois que les concours, ça m'a aussi aidé en tant que femme à montrer que j'étais capable. Mm. Ouais, et il y a Et concours et concours, hein. C'est-à-dire que au bout d'un moment, j'en ai quand même eu marre, surtout en France. Donc j'ai arrêté de faire des concours pendant une certaine période en France, surtout que j'étais aux États-Unis. Et j'ai passé des diplômes qui mm. sont un peu comme le MOF en fait. Et c'est vrai que je me suis beaucoup plus retrouvée dans cet apprentissage où vous êtes en état d'émulation avec vos collègues, parce qu'il n'y en a pas un qui gagne. Vous pouvez passer par promotion. Euh, Ouais. et c'est vrai que passer le MS ici, le master sommelier, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé à changer ma vision sur ce que veut dire l'excellence dans le travail. Parce qu'on était des groupes, on a passé l'examen ensemble, on s'est motivés ensemble. Et la compétition Mm. ici, c'est très différent aux États-Unis. C'est Et moins individualiste peut-être que les concours que vous aviez passés en exactement, France. c'est moins Ouais. individualiste. Et ça m'a fait beaucoup de Mm. bien. Et donc, ça m'a permis, en fait, de revenir au concours en 2018. Parce qu'autrement, c'est vrai que, honnêtement, je pense que j'aurais vraiment arrêté s'il n'y avait eu voilà, ces expériences où on peut vraiment continuer à progresser ensemble. Et c'est comme ça que j'ai préparé les deux examens de 2018, sachant que le meilleur ouvrier de France était vraiment le Graal que je voulais atteindre. Parce que justement, c'est pas être bon un jour J, c'est montrer une maîtrise avec d'autres collègues et vous inscrire dans une lignée, dans une continuation et dans un demain. Donc c'était beaucoup plus intéressant pour moi. C'était ma grosse motivation, c'était le MOF. Ouais. Et par rapport à justement à ce titre de MOF, je me posais 2 questions. Comment est-ce qu'on se prépare, à ce genre de concours, surtout quand on est, aux États-Unis? Enfin, quand on n'est pas pour un titre français, sur le territoire français, on peut pas aller dans les vignes, bah, des domaines français, enfin voilà. Ça semble de l'extérieur une difficulté supplémentaire par rapport, à des confrères, qui seraient sur place. Et d'autre part, en termes d'accomplissement, est-ce que c'est, comment se passe le jour d'après en fait? Vous avez le titre, qu'est-ce que c'est l'accomplissement suprême et après? Bien écoutez, ouais, ouais, et l'après. Alors, où la préparation, ça a été très compliqué, effectivement, mais je le savais. J'étais à New York et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai voulu refaire le MOF, c'est parce que je voulais me réinscrire dans la tradition française gastronomique. Je sentais que ce qui avait fait un de mes atouts aux États-Unis était en train de me glisser entre les mains parce que je devenais juste trop américanisée parce que je travaillais juste à New York. Donc ça a été 2 ans de préparation, ça a été 2 ans avec les collègues français ici à New York parce qu'il fallait que ça se préparait en français, ça se préparait pas en anglais. Beaucoup de prises de contact, beaucoup de voyages en France. Et ça a été une D'accord, oui, expérience quand aussi même. fantastique parce que ça m'a permis de me mettre en contact avec des gens que je n'aurais jamais rencontrés, soit d'autres MOF dans d'autres disciplines, soit des collègues aussi en maître d'hôtel MOF qui passaient le concours et avec lesquels je me suis entraînée. Euh, j'ai eu aussi beaucoup d'aide. Dès lors que vous dites que vous préparez le MOF, les gens veulent vous aider aussi. Donc ça m'a Mmh. permis de rencontrer par email, par conversation téléphonique, par livre, énormément de choses. Et après, beaucoup d'entraînements où j'ai eu la chance d'avoir des collègues ici à New York qui connaissaient la grande gastronomie française, qui avaient travaillé dans des étoilés Michelin, 2, 3 étoilés Michelin. Et on faisait des exercices de répétition enfin, hebdomadaires sur les critères français. Ouais. Donc c'était beaucoup d'organisation. Et après, beaucoup de voyages en France, effectivement, pour rencontrer les personnes, faire les bons stages. Faire les... Mais c'était incroyablement enrichissant. Et alors l'après, l'après, c'était tellement incroyable en fait, parce que je pensais vraiment pas l'avoir du premier coup. Mmh. En fait, je suis rentrée le lendemain à Paris et je reprenais l'avion parce que je vais travailler, parce que c'était en septembre et
on manquait de personnel au restaurant, donc je suis rentrée immédiatement à New York et je me suis retrouvée Mmh. en salle 48 heures après. Et voilà, et le MOF à New York, tout le monde s'en fiche. Donc je me souviens que ce soir-là, il y a eu un problème de machine à laver qui s'est cassé. Donc mon premier service, on lavait les plats, quoi. Je me suis dit. Alors, donc Et donc c'était en fait ouais. on a bien sûr j'ai un peu célébré, mais il y a eu un retour à la réalité très très pragmatique et en fait ça fait beaucoup de bien quoi parce qu'on peut se dire voilà mais en fait pas du tout hein. Ça, on est dans le cambouis. Donc et on a vraiment célébré quand on a eu la médaille en fait. Ouais. Parce que la remise de la médaille se fait après, donc c'était il y a un an quasiment jour pour jour. Mmh. Là, par contre, on est reçu à la Sorbonne et là, ça a été, mes parents étaient là, on a célébré avec des amis. Enfin, là, c'était vraiment la réalisation que c'était. Et donc aujourd'hui, vous êtes, sommelière chez Racine, donc un restaurant new-yorkais. Mais dans le restaurant, vous êtes également, associée et puis c'est vous qui, concevez, la carte des vins. Est-ce que vous pouvez nous dire comment se passe votre quotidien? Comment ça se répartit entre les différentes activités? Est-ce que vous avez une journée type ou est-ce que chaque jour est différent? Comment ça se passe? Oui, alors j'ai eu la chance d'être associée à ce restaurant qui a 6 ans d'existence. Donc, il a été créé par un Français qui s'appelle Arnaud Tronche. Arnaud était un grand amateur de vin, ingénieur télécom, qui a créé le restaurant et qui a créé la carte initialement avec David Levy, qui est un caviste new-yorkais. Donc moi, je travaille avec eux deux pour la carte. Hein. C'est pas, il n'y a pas que moi, D'accord. hein, pas du tout. Alors bien sûr, j'ai ma patte, mais c'est une collaboration avec Arnaud qui a vraiment fait le travail premier de création. Mmh. Et ben, on est une petite structure, donc en termes de journée type, on fait un peu tout. On a 75 couverts, on a une équipe de 21 personnes. On est ouvert que le soir, 6 jours par semaine. Alors les journées type, généralement, on se répartit les tâches entre Arnaud, moi, et on a maintenant un directeur parce que l'activité commence à prendre trop. Donc c'est un Mmh. mix entre arriver au restaurant, faire ses emails, faire les dégustations. Je m'occupe plus de tout ce qui est marketing, création d'événements, Instagram. Donc on a des événements quasi toutes les semaines avec des vignerons, des dégustations. Donc c'est les annoncer, les mettre en place. Donc il y a beaucoup de travail pour ça. Quand je vous dis des dégustations quasi quotidiennes avec des représentants, des tastings et tout. Après, on a des réunions opérationnelles où on Mmh. parle budget, on parle les dépenses, donc comme une petite boîte. Hein. Et après, Oui. je suis en salle quand je suis au restaurant, je suis en salle tout le temps. Alors aussi, je m'occupe plus du service, de la formation du personnel pour euh, pour le service et bien sûr les classes de vin. Donc ça, l'équipe arrive vers 4 heures au restaurant. Euh, Entre 3h30 et 4 heures, on met la salle en place. À 5 heures, on a le briefing. À 5h30, le restaurant ouvre. Et après, je suis en salle de 5h30 jusqu'à généralement 11h30. Mmh. Euh, et après, ça dépend qui ferme. Alors, on fait des rotations avec qui ferme. Et si je ferme, c'est le travail d'un manager. Hein. Vous vérifiez la Mmh. caisse, vous vérifiez les sorties, vous envoyez un compte rendu, vous faites les sorties de vin, et voilà, et vous quittez le restaurant vers 2 heures du mat. Mmh. Donc ça vous occupe bien, hein. Surtout, ça vous occupe bien. Ouais. Voilà. Mais c'est super, et j'aime vraiment être en salle aussi. Alors, les gens sont encore surprises que je sois autant en salle, mais c'est quelque chose que Et j'apprécie ça vous énormément. plaît? Alors, Ouais. ouais, ouais, ça me plaît. Alors, c'est long, hein, parce que là, surtout en ce moment, on était quand même 6 jours par semaine. Hein. Donc, ça vous fait 36 heures, 40 heures de salle, hein, juste sans Mmh. compter l'administratif à côté. Donc, les semaines on est sur des 70 heures quand même, de boulot par semaine, Ouais. je pense. Euh, donc, voilà. Et je suis en train de former des jeunes, là. Donc, on va voir comment ça se passe avec la reprise, avec la crise qu'on voit en ce moment, comment le restaurant va pouvoir réouvrir. On est en train de faire plein de, plein de De scénarios. projection? Ouais. Mmh. Mm, voilà, donc là, j'étais en train de former des jeunes en fait pour qu'ils prennent plus la place en salle, D'accord. pour vendre du vin. Mmh. Mais voilà. Donc c'est vraiment très simple hein, ce qu'on fait. C'est pas.
Et c'est bien. Je trouve que c'est très important de. Je pense que vous savez ce que c'est, hein, d'être associé dans une boîte, comprendre exactement Ouais. la gestion, les moyens financiers, savoir ce qu'on peut pas faire. Voilà, on n'a pas beaucoup de moyens, mais on est créatif. Et je crois vraiment que le travail paie aussi, hein, et ça fait une Bien différence au sûr. niveau de la clientèle. Et je changerais pour rien au monde. Je n'irai plus dans des structures à millions de dollars, extrêmement luxueux. Ça m'intéresse absolument pas. Absolument pas. Je préfère un restaurant avec beaucoup plus d'accessibilité pour une clientèle extrêmement variée, où les relations sont beaucoup plus simples. Justement, je me pose une question par rapport à ça, comme vous parlez d'accessibilité notamment, hem, donc vous êtes, à New York, comment est le rapport au vin, des clients, du restaurant? Parce que c'est vrai qu'en France, on a l'image et le vin, c'est associé à un certain, cérémonial, à un décorum. Est-ce que ce rapport se retrouve, auprès de vos clients new-yorkais? Ou est-ce que les perceptions sont différentes? Alors les perceptions sont différentes, hein. C'est vrai qu'au départ, quand je suis arrivée il y a 15, combien je suis arrivée? Il y a 10 ans, 11 ans, c'était encore relativement formalisé parce qu'il y avait pas de, juste parce qu'il y avait pas de sommelier partout. Le vin a vraiment explosé depuis que je suis là. Donc Mmh. beaucoup de restaurants n'avaient pas de sommelier. Il y avait un manager qui faisait un petit peu d'achat de vin et tout, et il y avait vraiment les étoilés qui avaient des brigades de sommeliers. Aujourd'hui, vous avez des gens spécialisés dans les vins dans quasiment tous les restaurants. Mmh. Et cette approche a fait que, effectivement, ça s'est énormément décomplexé. Ouais. Vous n'avez pas les mêmes rituels, vous n'avez pas les mêmes standards, c'est un peu rock'n'roll, et ça s'est fait en Mmh. plus en parallèle avec une évolution de la clientèle qui est devenue beaucoup plus jeune, beaucoup plus curieuse, beaucoup plus ouverte et qui demande des expériences. Et en même temps, on a Ouais. aussi ça dans la cuisine, où vous avez beaucoup plus de restaurants qui vous proposent des interactions uniques. Euh, et enfin, vous mettez ça sur le côté américain, qui a une facilité de contact quand même. Le client, très rapidement, il vous tape sur l'épaule, il vous raconte sa vie. Ça se faisait même quand j'étais dans mon ancien restaurant à Rouge. Alors on était étoilé dans le Upper East Side, donc dans un quartier très, très riche. Très rapidement, les gens, voilà, des millionnaires, vous parlez comme vous étiez leurs meilleurs amis, quoi. Donc ça, c'est quelque chose de très américain. Ce qui fait que au niveau du vin, bah ouais, ça permet d'avoir un rapport beaucoup moins, beaucoup moins strict et formalisé. Et ça m'a beaucoup plu aussi. Alors parfois, c'est presque trop, hein. Mais Et dans la conception d'une carte des vins, en fait, est-ce que, il y a une sorte de ping-pong avec le menu, la carte, des choses qui se enfin, du le menu? Est-ce que, vous pouvez, il arrive que vous choisissiez des vins et que le menu, quelque part s'adapte à enfin les plats s'adaptent à la carte? Ou est-ce que c'est toujours l'inverse? Est-ce que c'est toujours, vous concevez la carte, pour qu'elle s'adapte, aux propositions, du menu? Enfin, comment est-ce que vous travaillez avec, le chef? avec chef. Alors le restaurant Racine est un restaurant un peu à part parce que c'est un restaurant à vin qui a été créé pour le vin. Donc Mmh. le chef original s'appelle Frédéric Ducas, qui est maintenant à Paris. Il a un restaurant qui s'appelle Rooster. Et la version Mmh. originale de Racine était quand même très franco-française. Grosse carte des vins de France avec une cuisine de bistrot étoilée. Enfin, il n'y a pas eu d'étoile à Racine, mais Fred avait eu une étoile auparavant. Donc très précis sur des plats un peu chics de Une bistronomie. bistronomie un peu, ouais. Voilà. Et donc Fred est parti et depuis en fait, on a eu la chance de recruter un jeune chef américain qui a beaucoup travaillé en France et un peu partout dans le monde en fait, et qui est très fan de légumes. Il est d'origine chilienne. On a une sous-chef, enfin une chef maintenant, d'origine coréenne et chinoise. On a un chef mexicain. Donc on a une cuisine aujourd'hui qui est radicalement différente. Et mon chef D'accord. Diego est venu travailler à Racine pour travailler avec le vin, parce qu'il adore le vin. Et il adore le vin nature. Donc Mmh. comment ça se passe? C'est assez marrant parce qu'on a une énorme carte des vins. On a quasiment 2800 références. Avec Ah Arnaud, oui, c'était mmh. beaucoup plus classique. Quand je suis arrivée, j'ai apporté pas mal de vins un peu plus funky, un peu plus naturels, sur des pays aussi un peu plus originaux, comme la Géorgie, la Slovaquie, voilà, des Ah expériences, des vins de génial. macération et tout. Et donc, bah, on s'amuse pas mal parce qu'en fait, la cuisine de Diego, c'est une cuisine de légumes. Et je trouve que ça parle énormément aux vins vivants. Voilà, je crois que Mmh. les accords sont faits avec les vins avec peu d'intrants,
sont absolument magiques avec des cuisines de légumes. Mmh. En plus, quand vous travaillez avec des vendanges entières, quand vous travaillez avec des macérations, ça marche très très bien. Par contre, c'est vrai qu'il aime bien les épices. Alors là, ça marche un peu moins bien avec vos grands Bourgogne et Bordeaux qui ont 40 ans d'âge. Et donc, bah, on parle beaucoup. Je lui dis, écoute, Diego, là, et en fait, il est arrivé et c'est un vrai talent. Donc, on lui a dit, écoute, tu t'éclates sur la carte, tu fais vraiment ce que tu veux, sachant qu'il travaille avec des circuits courts et avec des produits de saison. Mais Mmh. par contre, il faut toujours que tu aies dans ta tête qu'on a beaucoup de vins qui restent des vins extrêmement subtils, notamment au niveau des rouges, et qui ne peuvent qui ne peuvent se marier très bien si les plats sont trop sucrés ou trop épicés. Il faut vraiment faire gaffe à ça. Et donc Mmh. on échange. Donc c'est vrai que sa cuisine tend plutôt à des blancs de macération ou à des rouges avec pas trop de tanin ou avec des vins avec peu de sucre résiduel. Mais on goûte beaucoup tous les deux et quand il y a des plats qui sont quand j'ai une dominante sur par exemple toutes mes entrées tentent à être avec beaucoup d'acidité, des acides lactiques, beaucoup de vinaigre. Je lui dis écoute là, tu vois, ce serait bien que j'ai un plat ou deux qui soit un tout petit peu plus neutre par rapport Ouais. à ces notes-là pour qu'on puisse mettre ces vins-là. Alors la carte elle est énorme, on bouge beaucoup l'inventaire, mais elle est quand même énorme. Donc là où le travail dynamique se fait, c'est sur les vins au verre. Donc Ouais. on en a Mmh. 35 vins au verre, ça change Ah tout le oui. temps. Et c'est vrai que c'est une collaboration proche avec lui où je lui dis qu'est-ce que tu vas mettre? Est-ce que tu vas garder ce plat-là? Ah ok, t'es là-dessus. Donc, et là, je vais chercher les vins qui vont bien marcher avec. Et après, on entraîne le staff et enfin, on vend énormément de vins au restaurant et les gens arrivent. On fait des demi-verres, on fait des flights et mon équipe, elle est vraiment top maintenant. Donc les mecs, ils s'éclatent aussi. L'équipe de salle, elle Ouais. s'éclate à proposer des accords vraiment pointus précis. Alors, on fait pas encore de mes dégustations au restaurant. Je pense que ça viendra avec la nouvelle formule quand on ouvrira. Et là, je pourrais vraiment, vraiment pousser parce que je pense qu'entre la cuisine et les produits qu'on a ici, on peut. La cuisine de Diego est vraiment incroyable et je crois qu'on va pouvoir atteindre une autre dimension de l'accord mets et vins que j'ai pas encore tout à fait exploré parce que mes anciens chefs étaient un peu plus classiques. Mais là, je Mmh. vais vraiment pousser le curseur. Ouais. Bien. Donc on s'éclate, Et on s'éclate. ouais, Vraiment. ça se sent. Je reviens sur la partie, les vins naturels et le la biodynamie. Hem, donc c'est vraiment quelque chose, vous, qui, enfin voilà, ce sont des démarches qui, vous intéressent, mais enfin voilà, que vous proposez, dans la carte du restaurant. Comment est-ce que c'est perçu, ça, par les clients? Et vous, comment vous êtes venus à ces propositions-là? Est-ce que c'est les en fait, est-ce que c'est, une démarche, environnementale qui vous meut, ou est-ce que c'est parce que vraiment c'est ces vins-là qui vous intéressaient? Enfin, dans quel sens ça s'est fait? Alors, écoutez, ça s'est fait quasi immédiatement quand je suis rentrée dans le monde du vin. Parce que quand j'ai Mmh. commencé en 2003-2004, déjà à Angers, et puis vraiment en 2005, j'ai eu la chance de grandir à Angers. Et Angers est un centre euh, bouillonnant d'agriculture bio et biodynamique dans la vigne. Mmh. On a Ouais. des icônes, on a la coulée de Séran avec Nicolas Joly, qui est à 10 minutes en voiture de chez mes parents. Et j'ai rencontré toute cette mouvance immédiatement dans ma carrière, tout en évidemment avoir une formation beaucoup plus classique et avoir eu la chance d'aller voir les grands de Bourgogne, de Bordeaux, de Champagne, du Rhône et tout ça. Et pour moi, c'était une évidence. Vous êtes dans la vie, Mmh. vous voyez le travail du conventionnel et surtout à l'époque, avec le travail, la réflexion apportée par le bio et la biodynamie. Même si vous êtes cartésien, il y a des choses à comprendre immédiatement. Ma mère, en plus, Mmh. était prof de physio-végétal, euh, Mmh. donc avait une assise scientifique qui m'a permis de lui poser énormément de questions par rapport aux Ouais. théories que je voyais. Et immédiatement, effectivement, la chimie de synthèse à outrance m'est apparue comme une impasse totale en viticulture et en agriculture. Ouais. Plus Mmh. les vins étaient, étaient exceptionnels. La différence se goûtait aussi dans le verre. Donc, j'ai pas compris pourquoi ce n'était pas embrassé davantage, et notamment par mes collègues sommeliers de l'époque. Je ne Mmh, mmh comprenais mh. pas pourquoi il y avait autant de réticence à voir quelque chose qui semblait pour moi absolument clair.
Donc Ouais. ça, c'était immédiatement. Le groupe Tomate, le groupe qui m'a embauché à Paris pour ouvrir New York, avait avait pour éthique de création de restaurants Sanitas per Escam, qui veut dire en latin la santé par l'alimentation. Donc j'ai intégré ce groupe parce que la vision de ce groupe était d'offrir une alternative gastronomique en termes d'approvisionnement des produits et de préparation des produits, de service des produits aux clients, réfléchi avec des nutritionnistes qui travaillaient avec nous, des scientifiques qui travaillaient avec nous pour proposer la meilleure alimentation possible en Mmh. termes de densité nutritionnelle. Mmh. Donc, alors là, il y a même plus photo, quoi. Une fois que vous commencez à voir les différents additifs, les intrants, puis après tout ce que vous mettez en stabilisant et en additif dans la cuisine, vous, vous ne pouvez plus. Et lorsque vous Il y a travaillez plus de qu'avec retour en arrière il n'y a possible, plus de ouais. retour en Mmh. arrière possible. Et en plus, on était slow food restaurant, donc Mmh. j'ai beaucoup regardé slow food. On était green restaurant, donc on a fait énormément de concepts, de design sur comment avoir un établissement vert en termes de recyclage, en termes d'énergie. Donc Mmh. c'était fini et c'est possible. Et donc voilà, donc pour moi c'est plus qu'un choix esthétique. Je défends et voilà, je vous remercie de me donner la parole aujourd'hui grâce à ça, parce que je suis plus que jamais convaincue que nous sommes responsables, via l'alimentation que nous proposons, les vins, les plats, du, du futur de la planète. Mmh. Il faut qu'on soutienne des filières alternatives qui sont déjà en place, mais qui ne sont pas structurées comme les grands groupes agroalimentaires ou les grands groupes viticoles industriels, et qui nous permettent aujourd'hui de réfléchir à un futur. Et le produit est meilleur aussi. Ouais, Ah, donc comme le produit devient secondaire, parce que c'est évident pour moi que si vous voulez avoir des produits qui ont du goût, il faut travailler dans ces alternatives agricoles. mmh. Et la situation, je pense, dans laquelle aujourd'hui nous sommes, est notamment due à une relation avec l'environnement, la nature, nos biotopes, qui est devenue irrationnelle. Ouais, bien sûr. Mmh. Et la réaction des clients, ben, ils adorent. Et en fait, il n'y a même pas de problème, parce qu'en fait, même avec Rouge, on n'était pas dans une démarche pédagogique. C'est-à-dire que vous veniez au restaurant, vous ne saviez pas tout le travail qui avait été fait en amont pour la sélection du produit, la préparation, ou même pour mes vins. Mais Mmh. c'était juste bon. Et on a gardé ça à racine. Donc vous avez une petite introduction au niveau de la carte, au début de la carte des vins, qui expliquait la démarche, mais vous n'avez rien sur la carte qui vous dise, bah, c'est du bio, de la biodynamie ou du vin naturel. Par Mmh. contre, les gens savent que lorsqu'ils viennent au restaurant, la qualité Ils du vont vin, trouver cette démarche-là. Mmh. bah oui, et les vins c'est bon. Et le vin qu'on leur Ouais, ouais. servira sera juste bon, à des très Mmh. bons rapports qualité-prix. Et ça, c'est la meilleure façon de convaincre les gens. Oui, bien Basta, sûr, ouais, par la basta. qualité, Par la ouais. qualité et leur expérience Mmh. personnelle. Et les gens reviennent Oui. pour ça, parce qu'ils savent que, il n'y a pas de compromission en fait. On est une petite structure, et c'est aussi pour ça que je ne veux pas travailler dans des gros groupes. J'ai refusé ces postes à responsabilité de gérance, ou de gestion de plusieurs restaurants et tout ça, parce que je ne voulais pas compromettre. Je voulais pas Mmh. demain avoir à acheter une certaine marque parce que on pouvait avoir des partenariats. Voilà. Oui, bien sûr. Ça Mmh, m'intéresse mmh, mmh. absolument pas. Ouais, donc vous allez vraiment voilà, jusqu'au bout de Mm. votre, démarche, de votre éthique Oui, et absolument. OK, ouais, ouais. Mmh mh. Et dans votre parcours, jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu une rencontre décisive, en fait, quelque chose qui a tout changé? Ou pas d'ailleurs, mais enfin, est-ce que, voilà, dans votre cheminement professionnel, il y a eu, un moment, un avant et un après grâce à quelqu'un ou plusieurs personnes, Bah, oui, bah, l'avant et l'après, c'était vraiment avec mon enseignant en mention complémentaire, qui était caviste. Voilà, il travaille toujours à Angers, il a toujours sa cave, il s'appelle Patrick Rigour. Et Patrick était un tout petit peu plus âgé que moi d'ailleurs à l'époque, à peine. Il est devenu un de mes meilleurs amis et vraiment quelqu'un qui m'a ouvert les yeux sur le monde du vin. C'était fantastique d'apprendre le vin à ses côtés, parce qu'immédiatement, il m'a fait comprendre ce qui importait, l'humain et le travail respectueux dans les vignes. Il m'a mmh, emmené avec lui, et depuis, voilà, c'est devenu un de mes meilleurs amis. C'est quelqu'un que je consulte encore très régulièrement. On va ensemble dans le vignoble. Et j'ai connu peu de personnes comme ça qui, pour moi, c'est un des meilleurs dégustateurs au monde. Il comprend le vin comme personne. Euh, alors pourtant, j'en ai connu, hein,
je reconnais des grands dégustateurs du meilleur sommelier du monde, des Master of Wine et tout ça, mais Patrick, c'est quelqu'un d'autre. Et il n'est pas intéressé Ouais. par la gloire, il n'est pas intéressé par l'argent, il n'est pas intéressé par rien du tout. Et ça fait beaucoup de bien. Voilà. Donc lui, et après, il y a eu deux grands sommeliers qui m'ont beaucoup influencé dans mon boulot. Il y a eu Monsieur Baumard au Georges V, chez qui j'ai passé un petit peu de temps, notamment sur voilà, quelqu'un qui a un parcours incroyable malgré un handicap physique très fort, Mm. qui a surmonté énormément et qui aujourd'hui a vraiment marqué l'histoire de la sommellerie française. Et Gérard Basset, qui était un sommelier français en Angleterre, il a tout gagné, Gérard. Tout gagné, il a eu tous les titres du monde. Et malheureusement, il est disparu trop tôt d'un cancer. Et ces deux hommes ont une place importante parce que ils ont accepté voilà, ils avaient un rapport aux femmes extrêmement normal. Voilà. Ouais. Et beaucoup de générosité dans la transmission du savoir, peu importe d'où vous veniez. Voilà. C'était des gens qui s'étaient fait tout seuls et qui redonnaient beaucoup et qui redonnent beaucoup. Et ça m'a beaucoup influencé, ça m'influence toujours beaucoup par rapport à ce que j'ai envie de donner, comment Ouais, j'ai de envie transmettre. de transmettre. Et ça fait le lien en fait, la manière dont vous parlez de ces deux mentors en quelque sorte, et leur rapport justement aux femmes dans le monde de la sommellerie, ça fait le lien avec la deuxième partie de l'interview qui est consacrée justement à la place des femmes dans le milieu de la gastronomie. Je voulais savoir si pour vous le fait d'être une femme avait eu une incidence sur votre parcours professionnel. Alors, oui et non. Oui, oui, effectivement, je pense que en fait, plus j'y pense, de manière rétrospective, plus je pense effectivement d'avoir été une femme, alors moi, j'ai jamais eu de problème, hein. Au contraire, j'ai eu la chance d'avoir des hommes qui m'ont qui m'ont même soutenue, poussée, donc je suis arrivée au bon moment. Mais malgré tout, je Mmh. pense qu'il y avait un côté encore paternaliste et qui était toujours là dans le regard, hein. Alors pas forcément avec Ouais. les hommes qui m'ont aidée, hein, Oui, mais de oui, non, bien manière sûr. beaucoup plus Mais en globale. général. Ouais, ouais, Mmh. ouais. Alors ce rapport paternaliste, il est en train de changer. J'ai pas eu à subir de critiques. Alors sauf peut-être un petit peu dans les concours au début parce que j'étais pas en jupe et des choses comme ça. Alors c'est au tout début dans les concours, hein. J'ai eu droit à Parce que des deux trois les femmes réflexions. devaient ouais. Ouais, les femmes devaient être en jupe. Alors, moi j'étais là, oui. Alors messieurs, vous devez être aussi en jupe parce que si on commence comme ça, on peut aller loin. Donc fallait avoir la jupe, les, euh, les petites chaussures à talons. Enfin, vous Oui, étiez c'est dans le un. code de l'école hôtelière un petit peu, c'est ça? Exactement. Et donc c'est vrai Ouais. que ça, c'était tellement dans les esprits. Donc en 2005, c'était encore là. Et je crois que ça a changé rapidement. Mais vous avez toujours. C'est beaucoup plus vicieux qu'on ne le croit en fait. C'est-à-dire qu'il y Mmh. a. Alors vicieux ou non. Alors moi, donc une fois encore, j'ai pas eu de problème Ouais. direct. Alors par contre, je crois quand même qu'il fallait toujours se faire écouter. Pour se faire écouter, il fallait taper un peu du poing sur la table, ou il fallait répéter 2 ou 3 fois. Alors ça, je l'ai vu à différentes étapes de ma carrière, hein. Même si une fois encore, j'ai toujours travaillé avec des hommes qui encourageaient, qui voulaient travailler avec des femmes. Mais il y avait toujours un manager ou un autre employé où il fallait, voilà, Mmh. fallait hausser un petit peu la voix pour se faire écouter. L'ordre était, si je donnais un ordre, c'était pas directement fait, alors que mon Ouais. collègue masculin, bah, ça l'aurait été. Et surtout aux US, avec, c'était un peu plus compliqué ici, surtout avec les équipes, et j'étais jeune et tout. Euh, et aujourd'hui, aujourd'hui, je trouve que les choses ont changé d'une certaine manière pour le mieux, parce que la parole féminine s'est libérée, parce que les conduites inacceptables sont maintenant vraiment punies. Il n'y a pas de problème à les dénoncer. Mais par contre, c'est toujours vachement structurel. Euh, Mmh. et là, on le voit avec le problème du MeToo mouvement, comment en parler, à qui en parler. Même entre les femmes, c'est compliqué de se dire quelle est la place de la femme, de se dire waouh, y a toujours des comportements que la femme ne peut pas avoir parce que si elle les a, c'est un peu sa faute. Il faut qu'elle comprenne comment les hommes réagissent. Donc la femme doit réagir par rapport à la réaction potentielle des hommes. Ouais. Et donc ça devient beaucoup plus vicieux. Enfin, Mmh. c'est beaucoup plus vicieux qu'on ne le croit. Ouais, bien sûr. Mmh.
Donc ouais, on voit de plus en plus de femmes, c'est fantastique, et des femmes très courageuses, des femmes qui prennent les responsabilités, des femmes qui n'ont pas peur de mener de front carrière professionnelle et carrière personnelle, alors que c'est encore incroyablement dur d'élever une Mmh. famille aujourd'hui aux États-Unis, avoir des enfants, il n'y a pas de congé maternité, il n'y a pas d'aide. Donc moi, j'ai pas d'enfant. Alors je suis mariée avec une femme, mais on a décidé de pas avoir d'enfant pour l'instant. On adoptera peut-être un jour. Mais j'applaudis mes amis ici qui ont des enfants, hein. Mmh. Donc le Ouais. système n'est pas pensé pour les femmes. Voilà, Non, bien voilà, sûr. c'est ça qu'il faut aujourd'hui C'est changer. ouais, Et on le fera que parce qu'on aura des femmes qui prendront des responsabilités et qui seront dans les exactement, postes de décision, et qui iront au gouvernement et qui militeront et qui prendront, ouais, des ex fonctions pour les politiques. C'est ce qu'il exactement. faut. C'est tout à fait ça. C'est exactement ça. C'est tout l'objet, même, de ce podcast, en fait, c'est de montrer des exemples de femmes, pour donner envie aussi à d'autres femmes, qu'elles se disent que c'est possible, d'y arriver, à plein de niveaux différents, dans plein de métiers différents, que chacune a sa place et qu'un jour, voilà, elles pourront tout à fait exercer n'importe quel métier, sans que même ce soit une question ou qu'il y ait un haussement de sourcils, au même titre que leurs collègues masculins. Mmh. Non, absolument, j'y crois. Mais Moi aussi. il faut des changements politiques aussi, hein. Ouais, Mmh, absolument, oui, oui, non, tout à fait. parce que beaucoup de choses reposent aujourd'hui sur, une éthique de travail qui est propre à l'entreprise. Mmh. Et nous, on le voit, hein, moi, voilà, j'aimerais gérer, avec mes collègues, on aimerait gérer le restaurant différemment, par exemple, pour permettre justement pour offrir, une qualité de vie un peu différente à nos équipes. Mais c'est très compliqué avec la législation sociale ici, et le coût du travail ici. Donc c'est vrai que de voir des pays qui permettent comme la Suède, parce que j'ai un collègue qui est en Suède depuis pas mal de temps, et d'avoir des congés de paternité, de rééquilibrer hommes-femmes par Même rapport. le Canada, hein, je crois, Oui, Canada. est très en avance, Oui. là-dessus. Donc je félicite ces pays. Donc voilà, et parce qu'il ne faut pas que ça repose que sur les épaules de l'entreprise, parce que et surtout dans la restauration ou dans nos métiers, c'est déjà très très dur d'être rentable, au moins de ne Mmh. pas perdre d'argent. Donc d'avoir une politique sociale à l'intérieur de la boîte, c'est très important. Mais si on n'est pas aidé par les gouvernements, c'est très compliqué. Ouais, bien sûr. Mmh. Et d'ailleurs, dans votre entreprise, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent, Bah, malheureusement non. Mmh. Malheureusement non. En cuisine, nous en avons 2. Diego a toujours aimé et veut avoir un équilibre. En salle, malheureusement, j'ai plus qu'une femme avec moi. Heu, alors, j'espère que ça va changer. C'est juste Ouais. on n'a pas beaucoup d'options, enfin pas beaucoup de candidates. Et c'est vrai que lorsqu'on Mmh. a des candidates, vu qu'on a une équipe assez masculine, elles se Ouais. disent que ça va pas forcément être, voilà, elles préfèrent, voilà, elles aimeraient Ouais, avoir c'est un cercle vicieux, en c'est fait, encore, ouais, c'est un ouais. cercle, ouais, Mmh. et c'est un peu dur à casser. et et justement, pour, faire le parallèle avec le monde des concours notamment, en fait, on sait qu'il y a peu de femmes dans les concours, enfin, on le voit, enfin, vous êtes la première femme, meilleure ouvrier de France, enfin, sommelière, et de manière générale, il y a très peu de femmes qui obtiennent ce titre, quelle que soit la discipline, enfin, il y en a voilà. Alors souvent, on dit: «Ah bah oui, mais c'est parce que, les femmes ne participent pas au concours, elles ne se présentent pas». Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on sait que le concours, ça peut être un tremplin aussi, de visibilité, de notoriété pour accéder à des postes, plus importants, plus intéressants, ou tout simplement pour qu'on pense, à vous, qu'on sache que vous Mmh mh. existiez. Mais, si, il y a quasiment pas de femmes qui gagnent, en fait, elles ont encore moins de chances bah, voilà, d'accéder aux responsabilités dont on parlait tout à l'heure et qui sont indispensables pour que finalement ce milieu, change. Qu'est-ce que vous en pensez de cette explication qui dit que les femmes ne participent pas finalement au concours? Et pourquoi en fait? Bah, c'est vrai, hein, il y a pas beaucoup de femmes dans les concours. Alors je crois qu'il y en a quand même de plus en plus, aujourd'hui dans les compétitions d'élèves sommeliers. Je le vois, hein, pour les concours lorsque vous êtes à l'école encore. Donc là, il y a de plus en plus de femmes Mmh. qui participent. Alors après, une fois encore, je crois que c'est lié à beaucoup de choses. Je crois que c'est lié à une dimension, heu, un peu permisseuse sociale, hein, où, la femme n'a pas forcément ce même désir de reconnaissance ou d'aller au combat. Voilà, où on lui dit, Mmh. elle est pas forcément. Je crois vraiment que socialement,
on n'est pas forcément entraîné à ça. Alors moi, je l'ai Non. fait parce qu'une fois encore, j'ai fait du sport de haut niveau. Donc, Oui. il y avait aucun complexe par rapport à la compétition, au contraire. Mais je crois que si on n'a pas cette mentalité et d'avoir été poussé comme ça, alors, dans ma génération, je pense qu'aujourd'hui, ça change. Ça change. Euh, Après, il faut aussi avoir la possibilité de faire ces concours. Une fois encore, est-ce que vous sortez d'école, vous les faites, mais après vous avez votre premier poste, quel poste vous avez, est-ce que vous avez le temps de les préparer, est-ce que vous commencez déjà votre famille, si vous commencez votre famille, quelle est la chance pour que votre conjoint vous aide et, Ouais, je, on en revient là, parce que finalement les hommes et on revient ils y arrivent quand même. Mais c'est vraiment, je pense ouais, qu'effectivement la question, de la gestion, familiale est clé. Parce de que clé, finalement et si c'est ça, ouais, les hommes et c'est participent à ça. ces concours, donc eux trouvent une solution, mais c'est plus difficile pour les femmes, ouais. Il faut avoir, je pense, un partenaire dans la vie qui soit d'accord pour. Alors voilà, il y a j'admire par exemple des couples comme Bruno et Julia Scavo. Hein. Julia, c'est une sommelière d'origine roumaine basée à côté de Monaco. Bruno est chef sommelier à Monaco. Voilà, et ils ont 2 enfants. Et je sais que Bruno s'occupe énormément des enfants pour permettre à Julia de faire les concours. Voilà, il y a Ouais. une vraie dynamique de couple qui est remarquable. Mais bon, ça fait partie des exceptions. Mon amie Véronique Rivest aussi, qui est au Canada, qui était seconde du meilleur sommier du monde. C'est la même chose. Son mari a beaucoup donné pour s'occuper des enfants pendant qu'elle faisait toutes ces compétitions. Voilà, mais Mmh. c'était un équilibre de couple qu'ils ont trouvé. Alors la nouvelle génération qui arrive, même au niveau des concours internationaux, est beaucoup plus jeune. Hein. Mmh. Voilà, on voit Marc qui a gagné le monde, Nina, et voilà, ils ont à peine 26, 27 ans, quoi. Donc ils sont pas encore dans leur vie, dans une vie de famille, alors qu'il y a quelques années, voilà, moi je vais avoir 40 ans, donc je suis quand même plus vieille qu'eux. Mais c'était possible parce qu'il y a, voilà, vous faites des compétitions, c'est un nombre d'heures incroyable. Il faut que votre conjoint soit d'accord. Hein. Mmh. Et ça, bah, une fois que vous avez les enfants, ça devient très compliqué si la personne ne vous soutient pas. Et après, votre employeur Ouais. aussi, hein, parce que c'est de l'argent et tout. Alors, il faut bien comprendre, il y a encore des boîtes ou des restaurants qui ne sont pas d'accord pour financer, pour le temps dans le vignoble. Il faut trouver la bonne structure aussi. Ouais, 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 bien sûr. Et est-ce que vous auriez un conseil à partager avec, des femmes, qui souhaiteraient en fait, enfin qui seraient inspirées par vous et qui souhaiteraient marcher sur vos traces? Bah, je crois il faut bien comprendre, il faut croire en soi et il faut se donner les moyens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de dire ce qu'on veut, heu et trouver des structures où on s'épanouit. Et donc Mmh. peut-être avoir un parcours professionnel, qui peut être un peu différent, mais d'avoir une structure dans laquelle on sait on pourra on pourra être respecté. Ça, c'est vraiment, une fois encore, j'ai toujours eu la chance de travailler dans des groupes ou avec des structures, qui étaient pas forcément les plus prestigieuses, hein, mais par contre, il y avait un vrai respect de l'humain. Et j'ai eu ma place, j'étais une femme, mais j'étais traitée aussi à l'équivalent des hommes, quoi. Et je pense que c'est très Ouais. important de trouver des endroits comme ça. Donc ça, ce serait mon conseil de carrière. Pas forcément aller vers le prestige, mais vous apprendrez beaucoup plus et vous progresserez beaucoup plus rapidement dans ce type d'établissement. Et pour finir sur cette, partie qui était, enfin voilà, consacrée aux femmes, est-ce qu'il y a des femmes, qui ont particulièrement compté dans votre parcours? Alors ça peut être, des femmes avec qui vous avez travaillé, mais ça peut être des femmes qui vous ont inspiré, même de loin sans que forcément vous les connaissiez ou Hem, Bah, j'ai eu des exemples de carrière, de sommelières qui m'ont évidemment influencée. Je vous ai cité Véronique Rivest ouais, qui est au Canada, qui a son bar à vin Soif à Ottawa, qui est une femme absolument incroyable, d'une gentillesse, d'une érudition, elle est marrante. Enfin, c'est un modèle pour moi, Véronique, qui m'a beaucoup, beaucoup influencée. Je suis aussi influencée par mon amie Paz Levinson, hein, qui est à Paris ouais. aujourd'hui. C'est une très, très bonne amie, Paz, et on comprend beaucoup de choses parce que je crois qu'on est déracinées toutes les deux avec des études littéraires. Donc et on se parle beaucoup. C'est vrai que vous avez des parcours On a des parcours assez proches, ouais. ouais, c'est ça. Donc on se comprend très bien toutes les deux. Mmh. Et j'aime énormément et je la bravo pour ce qu'elle fait en France, hein, Chez parce que Anne-Sophie Pic. c'est fantastique, absolument. Ouais, ouais. Donc ces 2 femmes. J'ai une autre amie qui s'appelle Linda Milagros Violago, qui est aussi pour moi la meilleure sommelière que je connaisse au monde,
qui est une femme qui a voyagé dans une quinzaine de pays, qui a une carrière hallucinante, qui a travaillé dans les plus grands restaurants et qui a toujours gardé sa liberté comme critère. Elle a travaillé avec moi à New York, mais elle a travaillé à Geranium, elle a travaillé à Mugaritz, elle a travaillé, je peux mais c'est des 3 étoiles, 3 étoiles. Et à chaque Ouais. fois, elle y allait par passion, pour apprendre. À côté, elle fait du yoga. Elle enseigne le yoga pour les gens travaillant en restaurant. Elle est très, très. Elle aide énormément à dire que cette vie que nous avons choisie dans la restauration peut trouver un équilibre grâce à ses choix de vie. Et aussi, elle m'aide beaucoup par rapport à ça. Voilà. Et après, non, il y a quelqu'un qui m'influence beaucoup en ce moment. Alors après, elle est américaine, mais elle est hors du vin, mais c'est une dame qui s'appelle Ruth Bader Ginsburg. Oui, bien sûr. Voilà, Qui est et juge à qui est juge la à la Cour Cour suprême, c'est ça? suprême. Ouais. Et ça, d'avoir quelqu'un comme ça aujourd'hui dans un pays comme les États-Unis, qui s'est battu toute sa vie, et là, c'est là qu'on apprend l'importance du politique et de l'activisme aussi. Parce que parfois, on a envie de se dire, ouais, je vais faire mon petit truc de mon côté, et c'est pendant longtemps ce que je croyais, mais aujourd'hui, je vois qu'il y a une nécessité fondamentale à passer le cap par rapport à son engagement. Et une femme comme ça, ça vous fait réaliser que tous les progrès qui ont été faits sont fragiles, sont très récents, mais que c'est possible par la volonté et dans ces cas-là, voilà, par le changement des lois, hein, mais que sans des femmes comme ça, on serait pas là où on est. Donc c'est Ouais. quelqu'un qui m'inspire beaucoup, beaucoup. Et enfin, ma mère américaine, ouais, je suis très proche d'une écrivaine qui s'appelle Alice Faring, qui est journaliste et écrivain, et voilà, qui a fait toute sa carrière par rapport au monde du vin nature et du vin vrai, et c'est très dur pour elle. Voilà. Mais son intégrité intellectuelle est un modèle pour moi. Alors, Pascaline, avant de conclure, cette interview, je vais vous poser, les questions du questionnaire Girls in Food. Mhm. Donc ce sont des questions pour un peu mieux vous connaître. Quel est votre, dernier coup de cœur food? Ça peut être, ce que vous voulez, ça peut être un vin, ça peut être un plat, ça peut être un livre, un lieu, un restaurant, enfin voilà. Là, c'est dur, surtout que ça fait Ça fait quelques semaines qu'on ça n'a fait plus de quelques semaines que je suis, d'occasion de ouais, que je de suis sortir. pas, ouais, ouais. Non, bah écoutez, non, où j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur. Alors c'est pas, ça va pas être nouveau, mais là, on devait préparer avec Olivier Poussier, qui est un sommelier aussi exceptionnel. On devait préparer la poêlée des vins de Loire à Chartres, et c'était Adeline Grattard de Yamcha qui devait cuisiner. Et donc, j'ai regoûté la dernière fois que j'étais à Paris. On a fait une super dégustation des plats d'Adeline pour la poêlée. Et voilà, ça reste. Alors c'était un restaurant que je connaissais d'avant, mais j'étais incroyablement bluffée. Voilà. Ouais. Voilà. Et c'était dans son autre structure, donc j'avais été à Yamcha, mais là, elle a fait des plats un petit peu plus simples et tout, mais on devait être 150 ou 200, je pense, au dîner, donc elle travaillait sur des choses plus faciles à mettre en place et tout, mais Ouais. incroyable, incroyable. Donc voilà, bluffé par ça. Ouais, quel talent, Adeline Grattard. Voilà. Le plat de votre enfance? Oh là là, une fois encore, ma mère ne cuisinait pas beaucoup. Le plat de mon enfance, bah, elle faisait un gâteau au petit suisse. Donc j'ai jamais retrouvé la recette, mais c'était un peu comme un cheesecake que j'adorais. Voilà. Alors je lui ai demandé de me retrouver la recette, elle l'a pas retrouvée encore, mais voilà, je vais continuer à. Voilà. Mais ça, j'adorais ça. J'adorais ça. Et un plat que vous avez goûté, mais que vous n'avez jamais oublié? Alors c'était chez Monsieur Torel, donc le chef 2 étoiles en Bretagne, là où j'ai vraiment commencé à découvrir la grande cuisine. Et en hiver, il faisait un millefeuille à base de un carpaccio, donc c'était à base de langoustine crue, monté comme un millefeuille, un peu en carpaccio avec de la truffe noire, Mmh. et servi avec un bouillon d'asperges qui venait juste cuire. Mmh. Il y avait 3 ingrédients, et et là, c'est là que j'ai compris ce que ça voulait dire, la grande cuisine, hein. Mmh. Donc c'était pas un plat incroyablement sophistiqué en termes de technique, mais, en termes de cette harmonie entre les 3 ingrédients et la juste proportion, et voilà. Et ce plat est resté gravé dans ma tête. Ouais. Mmh.
Et est-ce qu'il y a un aliment que vous détestez? Je déteste le fromage. Voilà, je déteste le fromage. J'essaye, hein, j'essaye désespérément, j'ai une aversion physique. Mis à part peut-être les parmesans et les comtés très très affinés, mais le reste, je peux pas. C'est un drame familial, hein, et un drame professionnel, hein, tout le monde se moque de moi, mais voilà, j'y arrive pas. Donc on ne trouvera pas de fromage dans votre frigo, mais est-ce que, il y a un produit qui y est tout le temps? Tout le temps, il y aura ouais, il y Ou aura dans tout votre le placard, temps, hein, ça peut être, ouais, ouais, non, non, dans le frigo, vous trouverez tout le temps du concombre, hein. J'adore le Ah concombre. d'accord. Voilà, concombre et avocat, il y aura toujours ça dans le frigo, ouais. Ouais. Et quelle est votre recette, fétiche quand vous cuisinez, la recette que vous faites tout le temps? Alors, en fait, je cuisine beaucoup pour ma femme, là, à la maison et en fait, on cuisine, énormément de légumes, hein, et Mmh. elle peut pas manger ni gluten ni lait parce qu'elle a des problèmes médicaux, donc j'ai dû adapter, des recettes de poêlée de champignons et ça donc avec énormément d'ail, ail des ours, ail noir, et après voilà, je fais énormément de sautés de champignons en fonction des Mmh mh. saisons ici, à la maison parce qu'elle adore ça. Voilà. Et quand vous cuisinez, est-ce que vous écoutez, de la musique, la radio? Est-ce que vous écoutez quelque chose? Et bah oui, toujours, en fait, toujours. J'ai toujours l'ordinateur dans la cuisine et bah, en fonction des jours et des goûts, ouais, généralement, c'est des choses sur, c'est des émissions, soit des podcasts, Mmh. plutôt de vers l'alimentaire ou alors de la philosophie aussi. C'est un bon moment pour moi pour écouter, les chemins de la connaissance ou me faire Ouais. des potes, ouais, ouais, j'adore ça. Donc je suis en train de trancher mon oignon et j'écoute les chemins de la connaissance. Mmh. Mais ouais, ouais, Arte, enfin je regarde plein de trucs, ouais, ouais, tout le temps, tout le temps. Plutôt français du coup? Ouais, ouais, plutôt français, ouais, parce que, OK. comme je parle toujours en anglais et j'ai pas enfin ma femme, elle est pas forcément super contente quand je mets mon podcast, ou mon émission, française à bloc à fond, donc je fais ça dans la cuisine, c'est mon moment à moi. Mais c'est français, ouais, ouais, c'est français. Ouais. Si, on devait, résumer votre vie à un restaurant, ce serait quoi, voilà, le resto de votre vie? Bah, écoutez, le resto qui pour moi m'a le plus impressionné, dans tout ce qu'ils ont fait, c'est, El Celler de Can Roca, en Espagne, où j'ai la chance d'aller. Heu et voilà, je trouve que l'accomplissement des frères Roca, leur dévouement à leur communauté, l'implication sociale qu'ils ont, l'implication écologique, Mmh. et j'ai eu un dîner incroyable là-bas, incroyable. Alors voilà, ça reste du 3 étoiles, mais ils sont capables aussi de le réaliser à des choses beaucoup plus simples. Mmh. Mais c'est un modèle pour moi, en fait. Parce que ça veut vraiment dire que le cuisinier, partant de rien, en famille, avec une éthique de travail, aujourd'hui, ce sont des gens qui ont la voix au chapitre aux Nations Unies, hein, dans Ouais. l'aide au développement. Ils sont ambassadeurs de bonne volonté à l'UN notamment pour toute la réflexion sur les programmes agricoles en Afrique, Mmh. sur la préservation des espèces endémiques, la Ah, défense je du savais modèle pas. Mmh. alimentaire local. Et ça, voilà, je trouve ça exceptionnel. Voilà, Mmh. c'est des parcours qui, moi, et Ouais. en plus, la cuisine qu'ils font est fantastique. Le rapport au vin de Joseph, le frère qui est en charge de la carte, est un modèle pour moi. Euh, Mmh. donc voilà, se dire que c'est possible. Voilà, c'est un restaurant très Ouais. très fort. On en parle moins aujourd'hui parce que voilà, mais pour ce qu'ils font, hein, le travail qu'ils font avec la réinsertion professionnelle, de chômeurs, de prisonniers dans leur village, enfin dans leur ville, hein, parce que c'est un peu plus grand qu'un village. Mmh. L'éducation auquel ils participent, la protection de l'environnement dans cette partie de la Catalogne. Enfin, c'est incroyable ce qu'ils font. Incroyable. Et donc voilà, ça m'inspire beaucoup. Oui, donc vraiment le côté le rôle aussi, social, et Ouais, sociétal en fait, que absolument. l'on peut avoir, chacun à son niveau. Bon là Mm. effectivement, ça a l'air assez exceptionnel, Mais c'est mais possible. Et ils l'ont fait. ouais, c'est possible, ouais, c'est ça. C'est C'est possible. exactement ça. Ouais. Mm.
Ouais. Et est-ce qu'il y a un restaurant que vous donneriez cher pour tester? Heu, Bah, je voudrais quand même aller à Noma, hein. J'y suis jamais allée. J'y suis jamais allée et j'ai eu la chance de participer à des événements ici avec le chef Redzepi. C'est quand même un restaurant que j'aimerais faire, ouais. 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 J'aurais bien aimé faire Faviken, hein, mais voilà, Ouais, mais ça ça a fermé, ouais. ça a fermé. J'ai eu la chance quand même d'aller dans pas mal des restaurants où je voulais aller. Bon. Mais voilà. Noma, pour l'expérience, pour la réflexion, ça reste quand même, à mon avis, quelque chose que je dois faire dans ma carrière. Mmh. Et dernière question, du podcast, quelle femme souhaiteriez-vous entendre dans un prochain épisode? Alors là, mais ça doit être des femmes, ce sont des femmes françaises, hein, Ou en tout cas francophone. francophones. Ouais, mais ça, c'est une très très bonne question. Vous avez pas encore eu Adeline, hein? J'aime. Non, j'en rêve. Voilà. Donc c'est vrai que je pense que Adeline, ce serait quelqu'un de voilà, j'aimerais bien que vous ayez Adeline. Ouais, ouais, Et Paz, hein, parce que mine de rien, Paz et même Anne-Sophie Pic, hein. ouais. Voilà, parce que c'est des femmes à ce niveau-là qui ont créé leur boîte et qui sont à des niveaux d'excellence incroyables, avec une vraie vision de comment changer les structures. Ouais, moi, je suis très impressionnée par la façon dont Adeline ses restaurants Ouais. en termes de qualité de vie pour ses employés, de respect. Enfin, voilà, c'est un vrai exemple. Pas d'investisseurs, Mmh. un business qui marche. Enfin, voilà, 3 enfants en même temps. 4, on a 3 ou 4 maintenant. Enfin, bref, un vrai Ouais. exemple. Donc, j'aimerais bien avoir Adeline pour vraiment dire comment elle l'a fait, quoi. Mmh. Ce sera un magnifique trio pour des prochains épisodes. Un grand merci Pascaline Lepelletier. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Un grand merci à Pascaline Lepelletier pour sa participation à Girls in Food. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le partager avec le plus grand nombre, rien de plus simple. Mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire dans l'appli Apple Podcast. J'attends vos réactions sur cet épisode sur Instagram, sur le compte girls.in.food, ainsi que vos suggestions d'invités. À bientôt pour une nouvelle interview de femmes inspirantes.